Bonsoir, Dakar, capitale de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, paix et sécurité, leitmotiv de l'ouverture de la conférence des chefs d'État en prélude au sommet de la CEDEAO vendredi. Bras de fer entre le préfet de Pikine et des sinistrés des dernières inondations. Ces occupants d'une école primaire refusent de libérer les salles de classe en cette période de rentrée des classes, justement. L'autorité serre les dents, sa décision n'est pas négociable, souligne-t-elle. Coup dur pour le réuni, Idrissa Seck perd son numéro 2. Youssou Diagne démissionne. L'ancien président de l'Assemblée nationale reproche à Idrissa Seck, je cite, un manque de considération. La paix et la sécurité dans la zone UEMOA, une préoccupation unanime à l'ouverture de la 17e conférence des chefs d'État de l'Union. Les dirigeants ouest-africains qui s'engagent dans ce sens à accompagner la Guinée-Bissau pour la réussite de l'organisation de la prochaine présidentielle. Les pays membres de l'Union se sont par ailleurs félicités du retour de la République du Mali. Yaya Diallo et Dissa Prera. Paix, sécurité, stabilité dans les pays membres de l'UEMOA ont été le leitmotiv lors de la cérémonie d'ouverture de cette 17e conférence des chefs d'État et de gouvernement. Les différentes crises sociopolitiques qui ont secoué le Mali et la Guinée-Bissau ont eu des répercussions dans les autres pays membres, d'où l'importance d'ouvrir des chantiers pour une paix durable dans la sous-région. Mais la poursuite et la pérennité de nos performances dépendent des conditions sine qua non de paix et de sécurité qui prévalent dans l'ensemble de notre espace communautaire. Quant à l'insécurité et l'instabilité, quand l'insécurité et l'instabilité affectent un seul de ces pays membres, notre Union en subit forcément les revers. Voilà ce qui a fondé notre conférence à sa session extraordinaire du 30 mai 2001 à Lomé, après une analyse approfondie de la situation politico-sécuritaire de la sous-région, d'ouvrir un chantier de paix et sécurité en complément de l'édifice communautaire déjà existant. La prise en compte des questions de paix et de sécurité au sein de l'Union est un sujet particulièrement cher à mes yeux, car comme je l'ai toujours souligné, il est le seul moyen d'asseoir nos projets d'intégration sur des bases saines et durables. Nous devons, au sein de l'Union, accélérer le développement et la mise en place de mécanismes d'alerte, de prévention, ainsi que des solutions efficaces pour garantir la stabilité des investissements et la continuité des activités économiques et financières, même en période de crise. Dans cette perspective, l'UEMOA se félicite de la sortie de crise au Mali, mais s'engage aussi à soutenir la Guinée-Bissau financièrement pour l'organisation d'élections libres et transparentes. Nos frères bissau-guinéens ont besoin de notre appui, de notre soutien, de notre solidarité, et je suis à cet égard heureux de la décision prise par notre Union de contribuer, tout comme la CEDEAO, au financement des élections qui sont prévues dans les prochains mois. Ce bel exemple de collaboration entre nos deux plus grands regroupements aidera, je l'espère, à replacer ce pays frère sur la voie de la paix et du progrès. Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, distingués invités, mesdames et messieurs, nous devons tirer les leçons de nos expériences et créer toutes les conditions d'un avenir stable et prospère pour nos populations. Nous devons agir. De 2012 à 2013, l'UEMOA a enregistré quelques performances économiques. Ainsi, le PIB est passé de 6,5% contre 0,7% en 2011. Mais beaucoup de choses restent encore à faire, notamment dans le secteur de l'énergie, des infrastructures, du financement des économies et de la sécurité alimentaire. Je vous le disais, la recherche de stabilité politique est un enjeu de taille qui aura une belle place au soleil au cours des échanges dans ce sommet. Le Mali et la Guinée-Bissau seront soutenus dans ce sens, comme nous l'indique le chef de la diplomatie sénégalaise, Mankeur Ndiaye.
Le président Macky Sall, comme le président Faure Gnassingbé, qui est président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA, ont salué le retour du Mali avec le président Ibeka, qui a été démocratiquement élu par le peuple malien, qui participe pour la première fois au sommet de l'UEMOA et qui va participer également pour la première fois au sommet de la CEDEAO qui va s'ouvrir demain à Dakar. Je crois que c'est extrêmement important parce que le Mali, qui est en même temps membre de l'UEMOA et membre de la CEDEAO comme le Sénégal, puisse connaître une situation normalisée à la suite des élections. Donc je pense que c'est important que le sommet salue cela, que le sommet réaffirme sa solidarité avec le Mali, qui est un pays extrêmement important et pour l'Union économique et monétaire ouest-africaine et pour la CEDEAO. Je pense que c'était bien vu de saluer et de signifier la présence du président Ibeka à Dakar. Il y a également la Guinée-Bissau. La Guinée-Bissau, vous le savez, vit une situation extrêmement difficile depuis le mois d'avril 2012 à la suite du coup d'État. La Guinée-Bissau est en situation de transition aujourd'hui. Des élections sont en cours de préparation pour le 24 novembre prochain. La CEDEAO comme l'UEMOA ont décidé de contribuer financièrement à l'organisation de ces élections pour que la Guinée-Bissau, à partir de novembre, puisse connaître une situation normalisée, un retour à l'ordre constitutionnel normal en Guinée-Bissau. La Guinée-Bissau qui joue également un rôle important dans notre espace sous-régional. Vous connaissez un peu l'impact de toute situation d'instabilité en Guinée-Bissau sur le sud du Sénégal. Donc voilà un peu, je pense, ces deux pays qui ont été singularisés en raison de la particularité de la situation, la Guinée-Bissau et le Mali. Les questions politiques et économiques seront sur la table demain, vendredi, à l'occasion du sommet de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Les organisations de la société civile ont tenu en prélude un sommet dit des peuples de l'Afrique de l'Ouest, l'occasion de rendre publique leur désapprobation de l'ouverture du marché ouest africain à l'Union européenne à hauteur de 75%. Alioune Diagne, Fatima Ba. Ce sommet dit des peuples de l'Afrique de l'Ouest est à l'initiative des organisations de la société civile de la sous-région. Il se tient à la veille du sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEDEAO. Objectif, attirer l'attention des présidents sur les accords de partenariat avec l'UE qu'ils vont signer. Nous espérons, pour l'intérêt de cette région, qu'ils vont se ressaisir. Ils vont se ressaisir, c'est-à-dire ils ont commandité des études avec leurs experts. Avant d'avancer, ils n'ont qu'à nous rencontrer, les acteurs, les paysans, la société civile, les opérateurs économiques, pour leur demander ce qu'ils pensent avant d'avancer. Dans cette salle, il y a des organisations de la société civile qui sont venues de plus de 13 pays de l'Afrique de l'Ouest. Si on considère la plateforme de la société civile et celle des organisations paysannes. Ça, c'est l'expression des peuples. Je crois que les peuples ont aujourd'hui la capacité d'arrêter le mouvement des leaders si ce mouvement ne va pas dans le bon sens. Concéder 75% du marché ouest africain à l'Union européenne n'est pas imaginable, selon ses membres de la société civile. On ne peut pas ouvrir nos marchés à 70%, c'est de la folie. Donc ils n'ont qu'à arrêter ça. Et qu'on travaille sur la région hors de la signature APE. Déjà à 70%, ça pourrait avoir des conséquences négatives sur ce qu'on appelle le détournement de commerce, sur la croissance, sur l'emploi, sur l'investissement, sur le revenu des ménages. Mais malgré cela, déjà à 70%, c'est dangereux. Les chefs d'État recevront une recommandation de la CEDEAO pour accepter une offre d'ouverture de 75%. Nous pensons que c'est carrément suicidaire. Ces organisations souhaitent la mise sur pied d'un fonds qui pourra aider les pays signataires à des APE intérimaires. Ce que nous avons proposé, c'est la mise sur pied d'un fonds de soutien à l'intégration régionale. Parce que nous estimons qu'une intégration doit se construire collectivement et que chacun doit y mettre un peu du sien. En mettant en place un fonds de soutien qu'on pourrait alimenter en partie par le prélèvement communautaire qui sera de 1,5% lorsque le nouveau texte sera mis en œuvre, ça donnera déjà des ressources. Nous avons déjà commencé des évaluations pour voir si on l'avait appliqué en 2011, ça aurait donné à l'Afrique de l'Ouest un peu moins d'1 milliard d'euros. Le sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEDEAO s'ouvre ce vendredi à Dakar. Cette rencontre de la société civile ouest-africaine sonne comme un avertissement pour ses dirigeants qui vont se pencher sur plusieurs sujets comme les APE et les TEC, tarifs extérieurs communs.
Vive tension entre le préfet de Pikine et les sinistrés des dernières inondations qui avaient été relogés à l'école Thierno Salif Ndongo de Djida Thiaroye-Kao. Les sans-abri refusent de se soumettre à la décision de l'autorité de vider les lieux pour permettre aux élèves d'effectuer la rentrée des classes. Diafaraba, Cheikh Ahmed Tidiane Diouf. Bouzuñu tey bouzuñu suba bouzuñu gannaaw suba bu demee ba des bàmmeel nag man mii Seydou Diallo man la concerne sam bàmmeel fii laa ko jënd. Très déterminés, ces sinistrés qui sont logés à l'école Thierno Salif Ndongo refusent catégoriquement de libérer l'établissement scolaire. Depuis l'ouverture des classes, les autorités refusent de nous parler. C'est elles qui nous avaient dit qu'on était les bienvenus ici. Donc, pourquoi refusent-elles de nous parler? Nous sommes des citoyens. Tout ce qu'on demande, c'est qu'ils nous aident à évacuer l'eau qui inonde nos maisons. Et nous quitterons l'école. Il fustige par ailleurs le comportement du sous-préfet de la localité. Il est impératif qu'il vienne ici nous parler, nous dire ce qu'il veut. Et à ce moment, nous lui dirons nous aussi ce que nous voulons. Ici, il nous a manqué de respect. Premièrement, il s'est habillé de manière incorrecte en tant que sous-préfet. Et la deuxième chose, il nous a dit que quelques mots. Bonjour, je suis ici pour vous demander de quitter les lieux demain à 12h. On lui a demandé, est-ce qu'on pouvait vous répondre, monsieur? Il nous a dit non, c'est moi seul qui a le droit de parler. Et on demande au président Macky Sall de le limoger dans les plus brefs délais parce que ces genres d'autorités sont nuisibles à la République. Les élèves de leur côté ont hâte de retrouver les salles de classe. Ils invitent du coup les sinistrés à quitter leur école. On ne rentre pas dans la classe. Tous les jours, on vient ici, on n'en prend rien. Salif Ndongo, seul établissement de la banlieue à être occupé par les sinistrés malgré le début de la rentrée scolaire. Dans cette histoire, la fermeté de part et d'autre risque d'envenimer la situation déjà tendue. Le préfet de Pikine n'envisage pas de faire machine arrière devant ces familles qui se braquent. Ce n'est plus des sinistrés. Ce n'est plus des sinistrés. Qu'est-ce qu'ils ont perdu? Rien du tout. À un moment donné, il y avait de l'eau dans leur maison. C'était compréhensible qu'ils puissent regagner des structures de l'État qui n'ont pas d'eau. Il n'y a plus d'eau dans les maisons. Qu'est-ce qu'elles font là-bas? Qu'est-ce qu'elles font là-bas? Il y a de la manipulation. Et l'État restera fort sur cette question. Elles sortiront. Politique, le départ de Youssou Diagne du parti Rewmi, le numéro 2 de la formation d'Idrissa Seck, a démissionné. L'ancien président de l'Assemblée nationale n'entendait plus se soumettre à un manque de considération. Pour le reprendre, un coup dur pour Rewmi qui compte déjà plusieurs départs. Chérif Dia. La saignée continue à Rewmi. Le parti dirigé par Idrissa Seck vient d'enregistrer un nouveau départ. Celui de Youssou Diagne, l'ancien président de l'Assemblée nationale, ci-devant numéro 2 de Rewmi, a présenté sa démission mercredi. Le responsable politique Angaparou dans le département de Mbour invoque un manque de considération au sein de son ex-parti. Sa démission est intervenue 3 jours seulement après l'audience que lui a accordée le président de la République Macky Sall. D'autres cadres de Rewmi ont également claqué la porte du parti avant Youssou Diagne. Il s'agit de la notaire Nafissatou Diop qui a rejoint l'APR et s'est vu confier la présidence du conseil d'administration du FONSIS. Il s'y ajoute les cas des ministres Oumar Gueye et Pape Diouf qui, même s'ils n'ont pas encore officialisé leur démission, ont gelé leurs activités dans le parti de Idrissa Seck. On se rappelle également l'affaire de la députée Mariama Diallo qui a refusé de suivre ses collègues de Rewmi démissionnaires du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar. Le départ de Youssou Diagne est encore un coup dur pour Idrissa Seck qui voit les responsables de premier rang de son parti le quitter et dont la plupart préfèrent cheminer avec son adversaire, le président Macky Sall. La route Linguère-Matam, l'arrêt des travaux préoccupe les habitants de la capitale régionale. Les transporteurs, pour leur part, exigent la reprise de ces travaux sans délai pour davantage désenclaver le nord du pays. Ali Bandel Niang.
La grande joie des populations pour avoir vu la tenue d'une promesse électorale du président de la République Macky Sall est en train de virer à la surprise. Après avoir réalisé l'essentiel de la route tant attendue, les travaux se sont arrêtés à Ourossogui. Un arrêt brusque qui suscite aujourd'hui de nombreuses interrogations dans la ville de Matam. De leur côté, les transporteurs de la région, eux, ont haussé le ton pour interpeller le chef de l'État sur cet arrêt des travaux au niveau du carrefour de Ourossogui. Linguère Matam mooy destination mais waxuñ leen Linguère Ourossogui tali bu ñu exigeons la poursuite de Linguère jusqu'à Matam à cause de nos véhicules à cause de l'état délabré de la route. Tous nos véhicules sont endommagés, on ne peut même pas effectuer un trajet normal en route. C'est pour cela que nous, transporteurs de la région de Matam, nous exigeons la continuité de la route de Linguère jusqu'à Matam. Faute de cela, nous aurons des difficultés. Nous sommes parfaitement contents. Tous les transporteurs sont contents. Et nous souhaiterons que cette immigration se fasse dans par le président de la République Macky Sall, le chef de l'État de la République. C'est anormal de voir une route quitter la Linguère jusqu'à Ourossogui. Et sur les papiers, je crois qu'il a été mentionné une route de Linguère à Matam. Donc, de Macky Sall, en tant que président de la République du Sénégal, de tout faire pour que la route passe jusqu'à Matam. Comme son nom l'indique, il s'agissait bien de la réalisation de la route Linguère-Matam, un projet de plusieurs milliards qui comporte d'ailleurs la construction des 3 ponts dont les travaux de réalisation sont aujourd'hui presque terminés. Mais malheureusement, la dégradation du tronçon de 10 km entre Matam et Ourossogui ne facilite toujours pas le trafic entre les deux villes. Le coordonnateur de ces travaux rassure, Moustapha Fall, qui souligne que la reprise est prévue pour début janvier 2014. L'appel d'offres sera lancé dès le mois prochain. Il a été accroché par Chérif Dia. Le projet ne s'arrête pas à Ourossogui, comme ça semble apparaître. Le projet est... Quand je parle de projet, je parle de la route Linguère-Matam est fait en phasage. Comme vous savez, il y a eu un premier lot qui a été déjà réalisé, un deuxième lot qui est en cours de finition, un troisième aussi en cours de finition, et si vous voulez, le quatrième lot qui concerne la section Ourossogui-Matam, qui est un contrat à part entière, en tout cas qui devrait être un contrat à part entière et en maturation pour démarrage. Donc il faudrait que les gens retiennent que le projet commence de Linguère et va arriver à Matam. À ce stade, le dossier d'appel d'offres est au niveau de la direction centrale des marchés publics, communément appelé la DCMP, pour validation. Et on espère pouvoir lancer les travaux vraisemblablement début mois de novembre. Le projet en tant que tel sert à désenclaver la localité de Matam. Donc ça ne servirait à rien de s'arrêter à Ourossogui. En attendant, des travaux d'entretien sont prévus pour rendre l'axe un peu plus praticable. Une entreprise chinoise porte ces travaux en accord avec les autorités sénégalaises. Basse-Casamance, les femmes de Tengori occupent les rizières avec beaucoup de détermination. Seulement, la productivité est bien loin du potentiel. C'est à cause de manque de matériel. Mardieng Ibrahim Kamara. Dans la forêt luxuriante de la Casamance s'activent les femmes. La culture du riz est l'une des principales activités agricoles auxquelles s'adonnent ces Casamançaises. Je ne cultive que du riz. Je paye une machine à 10 000 francs pour ma parcelle que je cultive. C'est ce qui me permet de labourer. Les moyens traditionnels accompagnent toujours ces activités rizicoles. Le défaut d'accès au matériel agricole moderne constitue un frein pour une bonne production. Notre gros souci, c'est le manque de matériel. On se débrouille toujours avec les moyens archaïques. C'est pourquoi je n'ai toujours pas fini mon champ que vous voyez. Je n'ai pas d'argent aussi pour payer les services d'une machine. Ce manque de moyens matériels ne permet pas à ces braves femmes d'atteindre leur autosuffisance en riz. La récolte ne peut nous tenir que 3 mois seulement et après je me débrouille dans d'autres activités commerciales pour survivre. Je suis fatiguée. Regardez comment je suis.
Je peux avoir 10 sacs de riz après la récolte et je peux vivre avec pendant 5 mois. Après, j'achète du riz à la boutique pour le reste de l'année. Malgré la plus-value dont dispose cette zone méridionale du Sénégal, des dons en vivres sont souvent distribués aux populations de la Casamance. Tournoi de l'UEMOA, les Lions locaux s'envolent demain vendredi pour la Côte d'Ivoire. Abidjan accueille en effet cette compétition. Le président de la Fédération de football a rendu visite à l'équipe. Le message fort aujourd'hui qui doit être de mise dans toutes nos équipes nationales, c'est ça. Que les joueurs s'acquittent de leur mission d'ambassadeur de notre pays. Après, on fait les comptes après. Sur un terrain de football, comme je l'ai dit, tout peut arriver. Mais ce qui est important, c'est la constance dans l'effort, l'envie de mouiller le maillot national, et c'est ce que nous attendons de vous. Pour le reste, je dirais simplement que ce groupe que vous êtes a la chance d'avoir en son sein déjà une certaine cohésion, parce que sa base, le coach l'a dit, c'est une équipe qui se connaît, qui se prépare depuis assez longtemps, qui n'aura pas de mal à intégrer ceux qui sont venus en renfort, parce qu'un renfort c'est un plus, c'est des joueurs d'expérience, c'est des joueurs qui connaissent le haut niveau pour la plupart. Aujourd'hui, quoi qu'on dise que c'est une équipe U20, je peux dire que rares sont ceux qui n'ont pas encore déjà connu une sélection, soit en cadet, soit en junior, soit en équipe nationale locale déjà. Si effectivement vous arrivez en finale, nous garantirons qu'on vous donnera une prime de qualification à cette finale, qui sera de 200 000 francs, et que si vous gagnez ce trophée, bien entendu, cette prime sera portée à un montant global de 500 000 francs. Le président a bien campé le sujet. Bon, c'est la fédération qui a décidé d'envoyer une jeune équipe de présenter le Sénégal, vu le tournoi qu'ils ont fait et vu qu'il n'y avait pas de championnat. Les jeunes joueurs là qui ont fait le tournoi olympique, le tournoi de la francophonie sont plus en chambre. Donc moi qui suis entraîneur de l'équipe U20, on m'a confié une mission, c'est-à-dire de conduire cette équipe-là pour continuer la préparation au niveau d'équipe. Moi je pense que c'est magnifique, qu'on pense maintenant aux jeunes joueurs, aux jeunes catégories, pour que le travail puisse se faire dans le fond, pour que les gens puissent avoir plus tard une équipe nationale vraiment opérationnelle. Le vrai objectif, c'est la CAN 2015. Moi, je pense que d'ici un an, on a le temps de se préparer. Maintenant, il faut se donner les moyens de faire une bonne participation dans ce tournoi. Parce que dans ce tournoi-là, l'objectif, c'est être parmi les 4 premiers, c'est-à-dire avoir une place en Coupe du Monde. Donc, je pense que c'est maintenant qu'il faut mettre les moyens. Parce que pour ça, il faut beaucoup de moyens. Parce qu'il faut assurer une bonne préparation, une bonne prise en charge des joueurs, une bonne détection et tout, pour qu'on puisse mettre toutes les chances de notre côté pour pouvoir vraiment atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Europe, 3e journée de la Ligue Europa. Les résultats des affiches de cet après-midi. Betis Séville, Victoria Guimarães, 1-0. Fribourg, Estoril, 1 but partout. Genk, Rapid Vienne, même score. Et hier, la suite de la 3e journée de la Champions League. On a enregistré des cartons. Et puis le choc de la journée a été remporté par le Real de Madrid face à Juventus, score 2-1. Cheikh Sadibou Diarra nous résume cette suite et fin de la 3e journée. Plus de buts dans la soirée de Ligue des Champions d'hier. Le tenant du titre, le Bayern Munich, a atomisé Victoria Pilsen 5-0 avec un doublé de Franck Ribéry. Même efficacité pour le Paris Saint-Germain. Le club de la capitale française est allé battre Anderlecht 5-0 avec un retentissant quadruplé de Zlatan Ibrahimovic. Le Bayer Leverkusen n'est pas en reste. Il a cartonné Shakhtar Donetsk 4-0. Kisling en a profité pour marquer un doublé. Galatasaray s'est relancé en dominant Copenhague 3-1, dont un but de Drogba. Dans cette poule, le Real Madrid a dominé dans le choc de la journée la Juventus avec un doublé de Cristiano Ronaldo. Sergio Aguero est aussi allé de son doublé pour aider Manchester City à dominer CSKA Moscou 2-1. Loin de cette frénésie, Manchester United s'est contenté du service minimum 1-0 devant la Real Sociedad. Prochaine journée dans 2 semaines.
Fin de ce journal. Notez que la ville de Mbour sera durant tout le week-end aux couleurs de GFM avec ce nouveau pas de la RFM dans la politique d'extension de son réseau. GFM inaugure en effet RFM Mbour 95.8 FM. Suivez le programme de ce week-end à Mbour dans nos différentes coupures annonces. Excellente soirée.